Bonjour à tous ceux qui suivent cette conférence de loin et nous nous trouvons ici pour une nouvelle activité de la troisième semaine franco-uspienne organisée par l'Institut des études avancées avec l'aide et en partenariat avec le Consulat général de France à São Paulo. Il s'agit d'un événement qui a pour partenaire le CNRS, l'OCANI et le vice-rectorat aux recherches et le professeur Michel Espagne, qui en fait le lundi a inauguré notre semaine, aujourd'hui va proférer sa dernière conférence dans le cadre du cycle des conférences dans la semaine franco-uspienne de coopération scientifique. Comme je le disais, le professeur Michel Espagne est directeur de recherche au CNRS. Il a créé le LabEx Transfert et pour ceux qui mènent des recherches portant sur les relations entre les cultures, il a créé le terme, le concept de transfert culturel. Et le lundi déjà, je l'évoquais, je l'ai dit au professeur Espagne, il se surprendrait avec par la quantité de thèses et de mémoires qui ont été faits en utilisant son concept. Et ici, à partir de tout le débat sur le thème des influences, de la présence, on voit à quel point le débat est important autour du concept de transfert culturel. Aujourd'hui, le titre de sa conférence est Transfert culturel et histoire du livre, qui reprend d'une certaine manière un article que nous avons publié en 2012. Il s'agissait de la deuxième édition du magazine ou du périodique Livre. Et ici, aujourd'hui, il apporte quelques suppléments par rapport au monde germanique, ce qui nous aide à comprendre la mobilité de ce concept et de quelle manière le livre devient un objet privilégié pour la circulation des livres en général, pour la circulation générale. Je vous passe la parole. Oui, je voudrais d'abord commencer, bien sûr, par remercier la professeure Marisa Minori de Aito de m'avoir invité à parler d'histoire du livre dans le cadre de cette semaine franco-uspienne. Elle m'oblige évidemment à faire quelque chose d'assez risqué, puisque c'est elle qui est la grande spécialiste du livre et de l'histoire du livre au Brésil. Et donc, je vais prudemment me contenter de parler de l'histoire du livre en Europe. L'histoire du livre a été un moment essentiel dans la recherche sur les transferts culturels à partir d'un modèle franco-allemand. C'est certainement dû au fait que Frédéric Barbier, fortement intéressé par l'Allemagne, a fait dès le milieu des années 1980 partie des artisans d'une orientation de recherche qui comptait beaucoup de germanistes et lui-même s'intéressait particulièrement à l'histoire du livre en Allemagne. Il était le titulaire de la chaire d'histoire du livre à l'école pratique des hautes études. Et c'est aussi sous l'angle principalement franco-allemand que je me propose d'aborder les transferts culturels en histoire du livre. En effet, la recherche sur les transferts est attachée à la réinterprétation par une culture d'accueil d'objets importés. Le livre est à la fois un objet matériel et un système de signes appelant un déplacement sémantique dans sa circulation même. Car l'histoire du livre est aussi une histoire des traductions, des bibliothèques privées ou publiques et de leur système de classement, une histoire des organes de recension, des publications hors des frontières linguistiques, une histoire de la censure, une histoire des éditeurs et de leurs réseaux internationaux. En fait, il s'agit d'une histoire très large dont chaque chapitre peut illustrer la question des transferts culturels.
Premier point de ma présentation, publier à l'étranger des œuvres critiques. On sait que dans l'histoire du livre, les ouvrages considérés comme ayant des contenus trop critiques sont publiés à l'étranger. C'est tout particulièrement le cas après la révocation en 1685 de l'édit de Nantes de 1598, lorsque les protestants s'exilent et publient leurs contributions à une pensée des premières Lumières en Hollande ou dans le Brandebourg. Un exemple bien connu est celui du dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, qui vécut de 1647 à 1706. Un dictionnaire qui paraît à Rotterdam à partir de 1692. Une 6e édition en 5 volumes paraîtra longtemps après la mort de Bayle en 1734. Donc c'est un livre qui a eu une très grande diffusion. Ce qui est surtout notable et bien connu, c'est que le dictionnaire historique et critique de Bayle a servi de modèle à l'encyclopédie de Diderot, qui prend ainsi ses racines dans une république des lettres, espace transnational. Il y a d'autres éléments de transfert culturel dans la genèse de l'encyclopédie de Diderot. On peut par exemple signaler que le baron d'Holbach, qui était un des contributeurs les plus importants à l'encyclopédie, était un Allemand, et un Allemand dont l'œuvre, en dehors de ses contributions à l'encyclopédie, est aussi une œuvre de traducteur. Bayle est en relation étroite d'échange avec les pasteurs de l'Église française de Berlin. Le réseau qui s'est constitué permet une circulation des savoirs qui inclut les œuvres de nombre de savants allemands, comme les juristes Samuel von Pufendorf ou Christian Thomasius, ou l'historien de la philosophie Johann Jakob Broca. Et la Bibliothèque germanique, une revue qui paraît à Berlin et tient naturellement compte de publications allemandes, contribue à la réception de Bayle dans le Brandebourg. Rationalisme, tolérance, équilibre entre raison et foi deviennent à l'extérieur du territoire français un cadre de réflexion très largement répandu et exprimé en langue française. Les notions de tolérance, le pyrrhonisme deviennent des références centrales de la philosophie des Lumières. Mais on notera surtout ici qu'il s'agit d'une entreprise éditoriale transnationale débouchant sur une circulation et sur une transformation des savoirs selon les contextes. Ajoutons que la publication des livres français à l'étranger, favorisée au XVIIIe siècle par l'aventure des Huguenots, impliquait aussi la mise en place d'un système de circulation européenne des livres. C'est ce que montre aussi l'organisation de la fameuse Société typographique de Neuchâtel, qui pratique tout particulièrement la publication de contrefaçons. La circulation des savoirs est aussi une circulation de rames de papier entre Besançon, où le papier est produit, et Neuchâtel, puis de ballots de livres fabriqués à Neuchâtel, entre Neuchâtel et Moscou, en passant par exemple par Lübeck. Elle implique l'intervention massive de ces intermédiaires que sont les commissionnaires, des gens qui jouent un rôle important dans la diffusion des livres. Si la distance des instances de censure est une des clés du succès de la Société typographique de Neuchâtel, elle n'a pas moins commencé comme une simple maison d'impression. À l'inverse, Paris a été, cette fois-ci au XIXe siècle, un grand centre de l'édition étrangère. On note par exemple que Paris a été un centre important de publication d'ouvrages en portugais, dans une période où le Portugal et le Brésil connaissaient une situation instable. Mais cette implantation lusophone était aussi l'occasion de transmettre dans les deux directions, vers les pays de langue portugaise comme de ces pays vers la France, des contenus culturels. Elle aboutissait au paradoxe d'un rôle significatif joué par les maisons d'édition parisiennes dans la constitution d'une identité nationale brésilienne, la circulation des savoirs étant une fois encore liée à une liberté d'expression politique plus grande à l'époque à Paris que dans les pays lusophones. À plus forte raison, la ville de Paris est-elle un lieu pour les publications en langue allemande. Viehweg, Rheinwald, Lorenz, Walter
sont les noms d'importants libraires-éditeurs installés à Paris. Ils représentent souvent des maisons allemandes, vont progressivement contribuer à la diffusion en France de la production scientifique allemande, mais aussi de la production scientifique en sciences humaines et sociales tout court. Encore aujourd'hui, la maison Klingsik à Paris, qui est une maison qui publie beaucoup de travaux de sciences humaines et sociales, est héritière de cette tradition des libraires éditeurs allemands à Paris. La librairie de Maurice Schlesinger, venue à Paris vers 1820, va permettre de populariser les œuvres pour piano de Beethoven. C'est donc à travers un libraire allemand installé à Paris qu'on va apprendre qui était Beethoven. Lors de son passage à Paris, Wagner s'exprima dans la Gazette musicale de Maurice Schlesinger, la grande revue musicale de l'époque, fondée en 1834. Outre les imprimeurs libraires, il faudrait ajouter les cabinets de lecture allemands à Paris, comme celui d'Heinrich Bernstein, né en 1805, mort en 1892, qui fonda à Paris le premier journal socialiste allemand, le Vorwärts. Dans le fonds de Bernstein, on trouve alors des classiques de la littérature française ou allemande en version originale, mais aussi un nombre important d'auteurs du mouvement socialiste naissant. Marx fait partie des auteurs collaborant au Vorwärts de Bernstein. La minorité allemande de Paris, très importante à l'époque, autour de 60 000 habitants, au milieu du XIXe siècle, explique la présence de nombreuses librairies allemandes, alors qu'il n'existe plus rien de tel aujourd'hui. La pensée socialiste allemande s'est constituée dans le contexte politique et social de la monarchie de Juillet en France et plus particulièrement à Paris. Cette présence est si importante que la naissance de la bibliographie française est due à un libraire allemand, Otto Lorenz, qui engagea la publication d'un catalogue général de la librairie française. Dans l'histoire transnationale du livre, l'édition allemande de Paris est un véritable continent auquel ont été consacrés, notamment par Frédéric Barbier ou Helga Jean-Blanc, des travaux importants. Mais il peut être intéressant de s'attacher à quelques cas précis. L'écrivain poète Heinrich Heine, arrivé à Paris en 1831 et victime de la censure imposée par la Sainte Alliance aux écrivains germanophones, va s'efforcer de devenir un écrivain reconnu par un lectorat français. Il se fait traduire en français en utilisant entre autres les services d'un traducteur judéo-allemand, Loew Weimar, auquel il consacrera un important article nécrologique. Et pour la poésie, il a recours tout simplement au poète Gérard de Nerval. Il fait en sorte que soient publiées des versions françaises de ses œuvres, notamment chez l'éditeur juif alsacien Lévy. Il publie les premières versions de certaines de ses œuvres en français dans la revue L'Europe littéraire, où paraît pour la première fois l'École romantique, ou dans la Revue des Deux Mondes, Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Mais surtout, il en vient à publier des textes importants en allemand chez un éditeur allemand de Paris. C'est ainsi que l'École romantique, dans sa version allemande, paraît pour la première fois au printemps 1833 chez l'éditeur allemand de Paris, Heidelhoff et Campe, sous le titre Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland, contribution à l'histoire de la littérature allemande récente. Un texte essentiel de l'histoire littéraire allemande paraît en allemand, mais à Paris. Nombre d'œuvres de Heine, Lutetia, Lutèce, sont d'abord parues dans des revues avant d'être publiées en français sous forme de livres. C'est aussi à Paris, chez Heidelhoff und Campe, que fut publié en 1833 un texte très politique, la préface à De la France, Französische Zustände, même si le livre renvoie faussement à Leipzig comme lieu de publication. Heidelhoff und Campe devint un lieu de rencontre des écrivains et journalistes allemands réfugiés en France. La librairie faisait l'objet d'une surveillance attentive de la part des autorités allemandes. Le modèle d'une histoire éditoriale croisée, franco-allemande, des éditions de Heine, avec réécriture et addition sémantique d'une version à l'autre, se retrouve partiellement dans l'histoire de la publication des œuvres de Karl Marx. Certes, le livre 1 du Capital a été imprimé par Wigand à Leipzig, avec comme éditeur Otto Meissner. Toutefois, Marx a encore travaillé au texte de son œuvre centrale avant et durant la traduction française du livre
par le traducteur Joseph Roy. Celui-ci, qui avait déjà traduit le philosophe Feuerbach, travaillait de façon quasiment clandestine entre 1872 et 1875 pour l'éditeur Lachâtre, communard réfugié en Espagne, qui suivait, depuis son exil en Espagne, la traduction par Roy, revue à Londres par Marx, de l'édition retravaillée du Capital, laquelle était imprimée à Paris par l'imprimeur Lahure. Le circuit particulièrement complexe des manuscrits du Capital entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et la France met en évidence la dimension transnationale de l'édition des œuvres du XIXe siècle politiquement sensibles, chaque étape de cette circulation étant liée à des ajouts interprétatifs. J'en viens à mon second point, concentration de livres étrangers et croisement des cultures. Les transferts culturels liés à l'histoire du livre s'opèrent dans des lieux précis, qui sont notamment de grandes bibliothèques. Dans le monde germanique, on pense surtout à la bibliothèque universitaire de Göttingen, qui était l'objet de toutes les sollicitudes du royaume de Hanovre, lui-même intimement lié à la couronne d'Angleterre. Les livres étaient si importants à Göttingen qu'on recrutait les enseignants en fonction de leur collection personnelle de livres qu'ils laisseraient par la suite à la bibliothèque. La direction de la bibliothèque de la Georgia Augusta était assurée à partir de 1764 par Christian Gottlob Heine, qui fait partie du groupe de savants désignés comme les Praeceptores Germaniae. Durant le temps où il dirigeait la bibliothèque, celle-ci passa de 64 000 à 200 000 volumes, ce qui en a fait une bibliothèque européenne de tout premier plan. Le rythme des acquisitions, à partir de 1783, étant de 2200 volumes par an. Charles de Villers, qui était un philosophe français spécialisé dans la philosophie du protestantisme, qui enseigna à Göttingen, décrit avec une grande émotion le flot des visiteurs. Je le cite, « Chaque jour, aux heures où ce superbe dépôt est ouvert, on peut voir à l'entrée 2 files non ininterrompues de ceux qui entrent et qui en sortent pour y rapporter, pour en enlever de nouvelles richesses, pour y aller faire des recherches. Ce tableau mouvant ne ressemble pas mal aux abeilles qui se pressent à la porte d'une ruche. » Fin de citation. Fondateur de la philosophie libérale en France, Benjamin Constant, lui aussi, a enseigné à Göttingen et profité de cette bibliothèque. Georg Friedrich Brandes était un gendre de Heine et conseiller auprès de la cour de Hanovre et un collectionneur impénitent de livres qui a eu une correspondance suivie avec Heine autour de la question des livres. Les livres ne sont pas, et de loin, tous des livres allemands, et des caisses arrivent de toute l'Europe, où Brandes les examine avant de les faire suivre à la bibliothèque de Göttingen. L'acquisition de livres étrangers n'est pas facile dans les années 1760. Il faut trouver des correspondants fiables, comme ceux que Brandes a recrutés pour l'Italie, à Florence, Rome et Venise. En général, les livres étrangers arrivant donnent lieu à un survol et à un commentaire. Je cite une lettre de la correspondance. « Les livres espagnols et portugais qui viennent d'arriver sont d'un apport inestimable pour la bibliothèque d'ici. J'ai également aperçu quelques acquisitions anglaises qui seront, je l'espère, les bienvenues. De France, j'ai obtenu entre autres les Variations de la monarchie française dans son gouvernement par M. Gauthier de Zibert en 4 volumes. L'histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des Arabes par Cardone en 3 volumes. Les observations sur l'architecture par Laugier. Un traité de peinture et de sculpture par d'André Bardon, dont je n'ai cependant pu entrevoir pour l'instant que quelques passages ça et là. » Fin de citation. Ce sont souvent des ouvrages en plusieurs volumes que Brandes mentionne, comme en 1765 un dictionnaire encyclopédique. De façon générale, j'ai l'impression que la correspondance des bibliothécaires est une mine inépuisable pour l'histoire du livre. On voit dans la correspondance de Heine les évocations du système de la nature de Dolbach, des contes moraux et nouvelles idylles de messieurs Diderot et Gessner. Les traductions françaises d'Homère sont bien sûr acquises et commentées. Brandes fait pour Göttingen également l'acquisition de catalogues de bibliothèques privées ou publiques, allemandes ou étrangères. Une science européenne de la bibliographie commence à s'esquisser.
On voit apparaître une méthode italienne d'apprentissage du tibétain, un dictionnaire japonais, des livres arabes, des travaux anglais sur l'Inde. Les livres récemment acquis ne sont pas seulement intégrés à la bibliothèque, mais aussi au paysage intellectuel. C'est la fonction des organes de recension, comme les Göttingische Gelehrte Anzeigen, annonces savantes de Göttingen, fondées en 1739. On attribue à Heine quelques 6000 recensions, c'est-à-dire qu'il en écrivait plusieurs par semaine. Quand le théoricien de la médecine et écrivain des Lumières Albrecht von Haller prend la direction de la revue, les Göttingische Gelehrte Anzeigen, en 1747, il publie lui aussi des milliers de comptes rendus d'ouvrages en diverses langues à un rythme effréné, fournissant ainsi en allemand de très nombreux commentaires d'ouvrages étrangers. Il est difficile de ne pas observer le lien étroit entre la présence d'ouvrages illustrant dans les langues originales l'histoire des différents pays du monde et une définition locale des disciplines de sciences humaines dans laquelle la notion d'histoire universelle occupe désormais une place centrale. Je pense que la notion d'histoire universelle est très largement née à Göttingen et dépend très largement des richesses de la bibliothèque. Les historiens de Göttingen, Johann Christoph Gatterer, August Ludwig Schlözer, Christoph Meiners et bien d'autres, vont désormais publier des ouvrages consacrés à l'histoire universelle, sorte de composante essentielle de l'enseignement à Göttingen. On peut ajouter le projet inabouti d'une encyclopédie universelle des savoirs par matière, qui donne lieu, entre autres, à l'histoire de la poésie et de l'éloquence depuis le XIIIe siècle par Friedrich Ludwig Butovic en 12 volumes, ou l'histoire de la philosophie récente en 6 volumes de Johann Gottlieb Buhle, ou un peu plus tard, les idées sur la politique, la circulation et le commerce des plus nobles peuples de l'Antiquité en 5 volumes de Heeren. L'orientaliste Johann Gottfried Eichhorn avait partagé le travail et fourni lui-même un cadre à cette vaste entreprise en publiant en 1796 et 1799 son Allgemeine Geschichte der Kultur und Literatur des modernen Europas, l'histoire générale de la culture et de la littérature de l'Europe moderne. Grâce à l'implantation de la bibliothèque, la petite ville de Göttingen, qui a sa propre maison d'édition depuis 1735, la maison d'édition Vandenhoek und Ruprecht, devient un centre d'historiographie transnationale avant la lettre. Grâce à l'acquisition systématique d'ouvrages étrangers, Göttingen est devenu un lieu d'émergence de la science des peuples dans leur diversité. Un autre lieu de croisement des cultures du livre serait toujours au XVIIIe siècle Dresde, pour au moins 2 raisons. L'éditeur Walter, 1710-1778, publia à partir de 1747, grâce à la médiation de l'écrivain italien Algarotti, une édition complète en français des œuvres de Voltaire, comprenant nombre d'enrichissements par rapport à la version antérieure, celle d'Arkstee et Marcus à Amsterdam. Mais le catalogue de la maison Walter fait apparaître bien d'autres ouvrages de la littérature ou des sciences humaines et françaises. Néanmoins, il est intéressant d'observer ce phénomène d'une œuvre aussi importante que l'œuvre complète des œuvres de Voltaire qui paraît en Allemagne, grâce à la médiation d'un écrivain italien. Walter, donc cet écrivain de Dresde, a publié en 1755 une édition des caractères de Théophraste par la Bruyère. Il a publié une édition des œuvres de Boileau. Il a publié une édition de la pièce de Chamfort, La jeune indienne, de la comédie de Marivaux, Le Lec, du drame de Beaumarchais, Eugénie. Chez lui sont parus des textes de Mauvillon, comme Le soldat parvenu. On lui doit l'édition d'un recueil des lettres de Madame de Sévigné, tout ça en français. Les lettres de Madame Dubocage sur ses voyages sont parues chez lui. Même imprimées à Leipzig et Breitkopf, les œuvres de Maupertuis ont été publiées par la maison d'édition de Walter. La philosophie du bon sens du marquis d'Argent est parue chez lui en 1769. On lui doit également des ouvrages religieux, comme les sermons de Pierre Coste, pasteur de l'église réformée de Leipzig. Il a publié des ouvrages d'esthétique, comme les réflexions critiques sur la poésie et la peinture de l'abbé Dubos,
La lettre à un amateur de peinture de Christian Ludwig Hagedorn. Certes, Walter n'était pas le premier à publier La Fontaine, Swift ou Goldoni, mais il faisait partie des auteurs qu'il a contribué à diffuser en français à travers l'Allemagne. On trouve des ouvrages de nature historique ou militaire, comme Dictionnaire militaire ou recueil alphabétique de tous les termes propres à la guerre, 1751, ou encore L'école de la fortification, en 1768. Une volumineuse histoire générale des voyages, rédigée entre autres par l'abbé Prévost, paraît chez Walter en 1747. Si les ouvrages français dominent dans l'assortiment de Walter, il convient également d'observer qu'il a publié des traductions. On trouve par exemple dans les publications de sa maison une traduction française de l'histoire de Tom Jones par Fielding, 1750, ou une traduction française de Miss Clarice Harlowe de Richardson, ou encore une traduction d'ouvrages du romancier allemand Wieland, comme Socrate en délire, ou les dialogues de Diogène de Sinope, ou encore les aventures merveilleuses de Don Silvia de Rosalva. Il y a des traductions vers l'allemand, comme les œuvres complètes de Massillon, les sermons de Bourdaloue. Il s'agit parfois d'ouvrages historiques, comme l'histoire ancienne de Charles Rollin. Walter a aussi contribué à la science bibliographique en publiant en 1771-1772 des bibliographies de la littérature en langue étrangère. Un catalogue des livres français, italiens et anglais qui se trouve à Dresde chez Walter est paru en 1763. Il pourvoyait notamment en littérature étrangère la bibliothèque du comte de Bunau à Neutnitz, près de Dresde, bibliothèque dont Winkelmann, fondateur de l'histoire de l'art dans l'Antiquité, était le bibliothécaire et dont les fonds ont grandement inspiré son histoire de l'art dans l'Antiquité. Cette bibliothèque répondait à la fois aux besoins de documentation de l'historien Bunau, qui se piquait d'écrire des livres d'histoire, et à ses curiosités intellectuelles. Le comte de Bunau consacrait des sommes très importantes à l'achat de bibliothèques déjà constituées et de nouvelles parutions. Cette bibliothèque, qui comptait 42 000 volumes au château de Bunau, était certainement la principale bibliothèque d'érudits au milieu du XVIIIe siècle en Allemagne. Walter pouvait livrer à la cour de Saxe, comme à la bibliothèque du Bunau à Neutnitz depuis 1740, des ouvrages étrangers. Enfin, comme lieu de croisement, on mentionnera pour la période qui va du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe le rôle de Strasbourg, comme lieu d'échange et de croisement entre l'espace germanique et la France, et tout particulièrement le rôle de la maison d'édition Treutel et Würz, à laquelle vient d'être consacré un important travail. Strasbourg est au centre de l'Europe et constitue un nœud de communication entre l'espace francophone et l'espace germanophone. Goethe y a vécu en 1770-1771 et y a fait la connaissance de Herder. La spécificité franco-allemande de l'université de Strasbourg impliquait une circulation des œuvres en plusieurs langues. Les maisons d'édition strasbourgeoises ont donc, en général, affirmé leur présence sur les foires allemandes du livre. Treutel et Würz, en 1841, entretenaient des relations avec 13 librairies installées dans les pays de langue allemande. Des bibliothèques allemandes, mais aussi françaises, suisses et anglaises, firent partie de leurs clients pendant plusieurs décennies. La bibliothèque de la cour de Weimar, la fameuse bibliothèque Anna Amalia, était au nombre de ses clients allemands. Le duc Karl August de Weimar commanda par exemple à Treutel et Würz les œuvres posthumes de Montesquieu, les œuvres de Rousseau, l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon. À l'inverse, la bibliothèque parisienne de l'Arsenal demanda à Treutel et Würz de lui procurer la Zoologia Indica Selecta de Forster. Ce sont plus particulièrement des ouvrages d'érudition, des travaux philologiques qui paraissent chez Treutel et Würz. Ils publièrent ainsi de nombreux travaux d'orientalistes comme Chézy, De Sacy, Rémusat ou les fameux travaux de Champollion sur l'Égypte. Mais il y a aussi des traductions de l'allemand, comme les fables et contes de Christian Furchtgott-Gellert, la traduction de la géographie de Büching. De façon générale, Treutel et Würz était une maison d'édition particulièrement prisée des professeurs strasbourgeois. Elle publia beaucoup de traductions vers le français ou vers l'allemand. C'est chez eux que parut en 1800 la traduction par Bitaubé d'Hermann et Dorothée de Goethe. Mais surtout, Treutel et Würz fut en 1820-1821 l'éditeur des œuvres complètes en 17 volumes de Madame de Staël.
dont on sait qu'elle fut au début du XIXe siècle la principale médiatrice entre les littératures françaises et allemandes. Une troisième édition de ses œuvres complètes parut encore dans la maison en 1836. On peut y ajouter la publication des œuvres complètes de Jacques Necker, père de Madame de Staël, banquier genevois et ministre des Finances de Louis XVI. C'est grâce, entre autres, à l'histoire éditoriale de Treute-Levurt que Strasbourg a été, durant un siècle, fidèle à sa vocation de lieu d'imbrication des cultures françaises et allemandes. J'en viens à mon troisième point, la dimension transnationale de l'édition allemande. L'histoire du livre est clairement une histoire transnationale et elle offre de nombreux exemples de transferts culturels. Dans son livre sur l'Empire du livre de 1995, consacré à l'histoire du livre en Allemagne entre 1815 et 1914, Frédéric Barbier montrait bien que si l'Allemagne du 19e constitue le domaine le plus avancé dans l'industrie du livre, cette force repose entre autres sur un réseau international. Dans une période de forte mobilité, il s'agit d'alimenter les communautés émigrées. Une étape dans la formation de grands libraires allemands consiste à travailler un temps dans une librairie française ou anglaise ou dans une succursale française ou anglaise d'une librairie allemande. On peut citer Alfred Brockhaus qui travaille un moment chez Trübner à Londres. Mais on voit aussi émerger un groupe de libraires franco-allemands comme Scholl, par exemple, qui sera l'éditeur parisien du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, en français, d'Alexander von Humboldt. Parmi les entreprises internationales, on peut citer les Bergers Levrault de Strasbourg, mais aussi une maison exemplaire, celle de Martin Bossange. Devenu un des principaux libraires parisiens à la fin de l'Empire, Bossange se lance dans la librairie internationale avec une filiale à Londres et une autre à Leipzig. Il y fonde une feuille familiale correspondant à un modèle anglais, le Pfennig Magazine, le magazine à 2 sous, et s'associe en 1834 à Brockhaus. Brockhaus et Avenarius, installés à Paris, cèdent en 1840 leur entreprise à Frank de Leipzig et on note dans les années 1840 une réelle domination de Leipzig dans le commerce transnational des livres. La France ne constitue naturellement qu'un domaine d'expansion de la littérature allemande ou franco-allemande et la Grande-Bretagne ou les Balkans sont évidemment concernés par le phénomène de la librairie allemande qui répond entre autres aussi aux besoins du nouveau marché américain. Parmi les libraires allemands d'origine française huguenote, il faut évidemment citer Reclam, qui, avec la Universal Bibliothek, fondée en 1867, joue un rôle fondamental dans la diffusion en Allemagne de la littérature allemande vendue à des prix très bas. Mais la maison, fondée par le français savoyard proche des Jacobins Charles-Henri Reclam, a aussi permis l'entrée sur le marché allemand d'une édition de Shakespeare à bas prix et des grands auteurs russes, Gogol ou Dostoïevski, ou encore de la littérature scandinave. Les livres publiés dans l'Empire du livre ne sont pas seulement publiés en allemand, mais certains éditeurs se spécialisent dans les éditions en langue étrangère, comme Tauchnitz, qui a une série qui s'appelle Collection of British Authors, et en vient à publier certains ouvrages de Dickens à Leipzig avant même leur publication en Angleterre. Tauchnitz publia en 10 000 exemplaires l'ouvrage de Macaulay, History of England. Teubner, connu de tous les antiquisants pour ses éditions de classiques grecs ou latins, a commencé sa carrière en Hongrie et a publié des livres en hongrois et dans les langues slaves avant de s'installer à Leipzig où s'affirmera son rayonnement international. La maison Maillard, installée à Gotha, à New York puis à Leipzig, publie aussi une collection des classiques étrangers et grâce à une filiale russe, va devenir aussi la maison de publication des principaux titres en russe de la maison mère. La librairie allemande ou franco-allemande constitue des États-Unis à la Russie un réseau transnational de circulation des œuvres et des savoirs. Il est certain que l'Empire du livre, donc l'Allemagne, est lié à des entreprises traductrices et modernise le principe des traductions. Leipzig devient un lieu où, durant la foire du livre, chaque année, se négocient les contrats de traduction. Mais c'est aussi un lieu d'innovation, comme les fameuses usines de traduction, qui permettent de mettre en une semaine un roman français, plébiscité par le public, donc un best-seller français, à la portée du lectorat allemand.
Ces tendances qui s'observent en plein XIXe siècle se dessinent durant une période antérieure. Pour les publications relevant de la littérature dramatique entre 1740 et 1770, les traductions représentent la moitié de l'ensemble, les traductions de l'anglais et du français étant à parité. Les étrangers souhaitant vendre des livres en Allemagne les envoyaient durant l'époque des Lumières à des grands libraires de Leipzig, Reich ou Weidmann, qui les intégraient au catalogue de la foire. Reich entretenait à Paris et à Londres des agents qui lui indiquaient ce qu'il convenait de traduire en priorité. Dès 1754, Reich a publié le roman de Richardson Grandisson, véritable modèle pour la production littéraire allemande. Comme médiateur entre les cultures européennes, les éditeurs de Leipzig contribuent à former les goûts littéraires. Lessing lui-même, figure dominante de la production théâtrale en Allemagne, traduisit pour Reich des fables de Richardson d'après Ésope et les œuvres de l'italien Goldoni. Reich recruta les meilleurs traducteurs de son époque, qui étaient Christian Garve ou Johann Joachim Christoph Bode, célèbres dans l'histoire de la traduction vers l'allemand. Après Reich, il convient d'évoquer Breitkopf, qui eut une correspondance suivie avec les éditeurs français de son temps. L'imprimerie de Breitkopf publia dans le dernier tiers du XVIIIe siècle des ouvrages en grec et en russe. Alors, les livres ne circulaient pas seulement entre la France et l'Allemagne. On doit aux travaux d'un collègue russe, Vladislav Rjeutsky, d'avoir montré la présence de livres français et de libraires français en Russie. Au début, il y a les bibliothèques françaises d'aristocrates russes qui, dès le XVIIIe siècle, se constituent à l'occasion de voyages. Le catalogue de la bibliothèque d'Alexandre Vorontsov, ambassadeur auprès des Provinces-Unies, compte en 1760 pas moins de 2200 livres en langue française. Au-delà du cercle étroit de la haute aristocratie, l'Académie des sciences a permis la diffusion de quelques ouvrages en français. Un premier libraire, Philippe Hernandez, s'installe à Moscou au milieu du XVIIIe siècle, où il exerce en complément les activités de précepteur. Il publie un journal des sciences et des arts qui informe le public russe sur les publications d'Europe occidentale et, entre autres, sur les publications anglaises. Son correspondant à Amsterdam lui permet de faire venir à Moscou des livres français. Quelques Français de Saint-Pétersbourg pratiquent occasionnellement le commerce des livres, mais leur activité est loin de celle de Johann Jakob Weibrecht, fournisseur de la cour de Russie et de l'Académie. Pour que s'installe à Saint-Pétersbourg de vrais libraires français, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle, mais cela n'empêche pas des libraires parisiens comme Pierre-François Fauché de tenter une pénétration du marché russe jugé particulièrement prometteur. Dans les livres laissés par la libraire Marie-Claude Rosé, à sa mort à Moscou en 1784, on trouve 130 titres, dont plusieurs en multiples exemplaires, dont la géographie de l'anglais du Frénois, l'histoire de Russie de l'évêque. On importait donc en Russie une histoire publiée en français de la Russie. La bibliothèque des romans ou les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Les libraires français de Moscou viennent souvent des provinces de l'Est, comme les Courtenaires. C'est un Courtenaire qui publie du Karamzin en français et participe ainsi à la constitution précoce d'une image de la littérature russe. La carte des implantations de libraires français à Moscou, élaborée par Rjeutsky, traduit en termes topographiques l'enracinement progressif des libraires français dans l'espace de la grande ville russe. L'étude des transferts culturels en histoire du livre invite à suivre un à un les pays ayant une histoire éditoriale et une histoire de la librairie significative. C'est un vaste chantier dans lequel on observe des résultats significatifs, comme l'a montré le livre consacré assez récemment par Raphaël Muller aux livres français et à ses lecteurs italiens. Dans le cadre de l'Italie, entre la fin du XIXe et le début du XXe, les échanges de livres se mesurent cette fois en quintaux. Et on sait par exemple qu'en 1888, 1483 quintaux de livres français ont été importés en Italie, où l'usage du français est très largement répandu, alors même que la langue nationale italienne n'est pas totalement présente sur tous les points du territoire. On sait qu'en 1889, les bibliothèques italiennes se sont enrichies de 1532 livres publiés en France, c'est-à-dire 42% des acquisitions étrangères. Dans la ventilation des acquisitions selon les pays d'origine, les disciplines jouent un rôle manifeste.
Les ouvrages français relèvent de la littérature, de l'histoire, du droit et de la médecine, alors que l'Allemagne domine en philologie et en philosophie. La présence de livres français se suit dans le système des emprunts. Ainsi, en 1885, un quart des livres empruntés à la bibliothèque de Modène avaient été importés de France. Il faut dire qu'une forte partie des ouvrages français importés étaient consacrés à la culture italienne et à son histoire. Ouvrages français, certes, mais concernant l'histoire italienne. La présence du livre français peut être suivie dans les cabinets de lecture, comme le cabinet Vieusseux à Florence, très important pour l'histoire du livre, qui recevait notamment de nombreux périodiques européens. Après les cabinets de lecture, les catalogues de bibliothèques privées sont révélateurs d'un lien fort avec une culture étrangère. Il est vrai que la lecture extensive d'ouvrages français n'implique pas une connaissance impeccable du français, comme cela a été observé à propos du poète Carducci, qui possédait bien les œuvres de Chateaubriand, Lamartine, Michelet et d'autres, mais hésitait à parler le français. Outre les importations d'ouvrages français, il faut tenir compte des traductions. Ainsi, 257 ouvrages français ont été traduits en italien durant l'année 1911, et près de 60% des livres traduits du français en italien relèvent de la littérature. Et si l'on s'intéresse aux maisons d'édition engagées dans des projets de traduction, on voit que certains éditeurs, comme l'éditeur Valardi de Milan, publient un très fort pourcentage des livres traduits. Plus encore que Hugo, Jules Verne, Zola et Alexandre Dumas font partie des auteurs les plus volontiers lus à Milan en 1905. Entre 1886 et 1913, on compte 103 traductions du feuilletoniste d'assez bas étage, disons, Ponson du Terrail. Comme dans le cadre des livres étrangers en Russie, l'étude de la relation aux ouvrages étrangers en Italie permet de mieux cerner les contours d'un espace culturel, ses attentes vis-à-vis de l'étranger, sa construction de cette tradition importée. J'en viens à mon quatrième et dernier point, des bibliothèques privées aux éditeurs médiateurs. L'histoire d'une bibliothèque est souvent intimement liée à l'histoire d'un homme. Il faut signaler ici que le musée de la littérature allemande à Marbach, près de Stuttgart, conserve les bibliothèques des auteurs au même titre qu'on conserve leurs manuscrits. Donc l'histoire d'une bibliothèque voit se croiser biographie et bibliographie, un phénomène d'autant plus intéressant lorsque la bibliothèque en question se situe en un lieu ou concerne une personnalité liée à plusieurs cultures. C'est le cas des quelques 10 000 volumes de la bibliothèque d'un diplomate établi en Bohême, Franz Anton Hartig, 1758-1797. Hartig, donc un noble, un diplomate, est non seulement un collectionneur et un lecteur de livres, mais aussi un auteur de plusieurs recueils de vers et de prose en français, d'ouvrages scientifiques en allemand. Formé notamment à Ratisbonne, diplomate à la cour de Saxe à Dresde, il incarne par sa bibliothèque la participation de l'aristocratie au développement d'une vie culturelle en Bohême. L'étude que lui a consacrée l'historienne de la culture tchèque Claire Madel montre comment les pérégrinations d'une famille noble se traduisent par l'accumulation des livres de différentes langues européennes. Cette bibliothèque est aussi un lieu précis dans un palais de Prague, un peu à la manière de la librairie de Michel Montaigne. Une librairie, c'est aussi un lieu. Et on voit ça de façon assez nette dans la bibliothèque reconstituée ici des livres anciens du Brésil. C'est tout de même aussi un lieu d'ostentation, car elle est exhibée sur les portraits officiels. Outre le latin, Hartig, ce diplomate d'Europe centrale, maîtrise le français, mais a peut-être une préférence pour l'allemand. Sans doute s'est-il lui-même formé grâce à l'aide de son précepteur, un certain Robinet, mais aussi au contact de la bibliothèque qui a, par exemple, une première édition du contrat social de Rousseau ou une première édition de l'encyclopédie de Diderot. On ne s'étonne pas que la bibliothèque d'un diplomate soit particulièrement riche en livres juridiques. Il se fournit auprès d'un libraire strasbourgeois, la librairie académique, mais sans doute aussi également auprès de Treutel et Würz, déjà mentionnés. Mais il achète également beaucoup de livres lors de ses déplacements en Allemagne du Nord et fréquente la foire de Leipzig. Les ouvrages rassemblés viennent à 38% d'Allemagne et principalement d'Allemagne du Nord, mais à 18% de France,
tandis que les 11% des livres venus des Provinces-Unies sont en général aussi en français. Le français est une langue vivante en pays tchèque et les livres majoritairement acquis dans le dernier tiers du XVIIIe sont à 45% en français, mais aussi tout de même à 47% en allemand, contre 2% de livres en italien et seulement 1% de livres en anglais. Cela a bien changé. Si la théologie est très peu représentée, l'histoire et les belles lettres occupent la place essentielle. Dans les belles lettres, la fiction l'emporte sur le théâtre et la poésie. Et pour ces trois catégories, on rencontre majoritairement des ouvrages en français. Les traductions en français l'emportent aussi sur les traductions en allemand. 175 ouvrages de la bibliothèque sont liés à la médecine, ce qui peut s'expliquer par le fait que le propriétaire de la bibliothèque, mort à 39 ans, était malade et donc s'est constitué une bibliothèque médicale. Les lettres sur la France, l'Angleterre et l'Italie, rédigées par Hartig, où ces mélanges de vers et de prose relèvent aussi clairement des belles lettres. À l'inverse, le travail consacré au progrès de l'agriculture est rédigé en langue allemande. Pour rédiger son livre sur l'agriculture, Hartig a naturellement rassemblé et utilisé de nombreux ouvrages constituant une sorte de section de sa bibliothèque. On observe aussi une distribution entre le français, langue de la littérature, et l'allemand, langue de la science. Pourtant, il a aussi rédigé en allemand quelques idylles poétiques destinées à sa femme. La circulation entre les deux cultures fait partie de ses objectifs comme des traits marquants de sa bibliothèque. Comparé le Werther de Goethe, Hartig s'efforce ainsi de réécrire la dernière lettre de Werther en vers français. La production de Hartig recoupe assez exactement dans la distribution des langues les répartitions observables dans la bibliothèque, et c'est une répartition qui illustre aussi les allégeances de l'aristocratie de Bohême, d'Europe centrale, à l'époque des Lumières. C'est aussi une invitation à opérer des passages du monde germanique vers le monde francophone ou inversement. Certes, l'étude de la bibliothèque de ce diplomate et révélatrice de l'universalisme, tel que pouvait se le représenter la noblesse de Bohême, à l'époque où s'écrivaient en Allemagne les histoires universelles, mais elle met surtout en évidence l'usage de l'histoire du livre pour souligner les interactions franco-allemandes et l'utilité pour l'analyse des transferts culturels d'une histoire des bibliothèques privées, de leur constitution, de leurs principes de rangement, de leur utilisation et des lectures qu'elles ont permises. Certains éditeurs allemands se sont vivement engagés pour organiser un passage d'éléments de culture étrangère dans l'espace allemand. Ce sont des éditeurs qui ont aussi publié des auteurs majeurs de l'histoire littéraire allemande, et la juxtaposition d'éléments de la culture proprement allemande et de traduction littéraire étrangère est déjà une contribution majeure. C'est le cas de l'éditeur de Weimar, Friedrich Justin Berthoud. Celui-ci était à la fois éditeur, auteur, membre de la Société lettrée de Weimar, ami du grand auteur de la fin des Lumières, Wieland, et introducteur de cultures étrangères dans le cercle le plus central du classicisme weimarien. Berthoud a été l'éditeur d'un journal du luxe et des modes qui informait de 1786 à 1827 ses lecteurs, et surtout ses lectrices, sur les tendances de la mode dans les grandes métropoles européennes et visait à créer des règles communes de goût. On voit dans ce journal une des premières revues illustrées européennes. Un autre périodique apparaissant chez Berthoud était la revue London und Paris, Londres et Paris, qui parut de 1798 à 1810 et informait le lecteur sur les deux grandes villes européennes, publiait des récits de voyage, décrivait les divers aspects de la vie sociale et surtout culturelle des grandes villes, visait à créer une sorte d'homogénéité européenne où tout le monde, ou à tout le moins, a transféré dans les pays germaniques les éléments de la vie parisienne ou londonienne. La revue connut un très grand succès et eut beaucoup de lecteurs. Au nombre de ses collaborateurs, on comptait Böttiger, proviseur du lycée de Weimar, ou Winkler, strasbourgeois d'origine, qui était employé au cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale à Paris, et collaborait également au périodique parisien Le Magasin encyclopédique. De mêmes auteurs pouvaient donc collaborer à des revues de Berthoud à Weimar et à de grandes revues parisiennes comme Le Magasin encyclopédique. L'ouverture la plus originale de Berthoud aux cultures étrangères est toutefois liée à son engouement pour l'Espagne et le Portugal.
Il fait partie des premiers introducteurs dans l'espace germanique des cultures espagnoles et portugaises grâce à sa revue Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur, dont le magasin de la littérature espagnole et portugaise, dont 3 volumes sont parus en 1780, 1781 et 1782. Il y a bien sûr la traduction allemande du Don Quichotte de Cervantes, qui occupait Berthoud parfois 12 heures par jour, en s'aidant au demeurant, pour limiter son mérite, d'une version anglaise préalable. La traduction du Don Quichotte, qui paraît en 6 volumes à Leipzig et Weimar de 1777 à 1780, est un moment du pré-romantisme allemand. Bien que Berthoud, en matière d'études hispaniques, soit resté un autodidacte, on lui doit néanmoins un manuel de la langue espagnole pour les débutants, paru en 1790, et il donna des cours d'espagnol à différentes figures de Weimar, dont l'écrivain Wieland. Dans une période où fort peu de livres en langue espagnole ou portugaise parvenaient jusqu'en Allemagne, la publication entre 1780 et 1782 d'extraits de la littérature espagnole et portugaise marque un souci d'ouverture du classicisme allemand à d'autres univers. C'est ainsi que les œuvres de Quevedo, les pièces de théâtre consacrées à la reine portugaise Inés de Castro, surtout les Lusiades de Camões, entrent en Allemagne. Le premier chant des Lusiades est intégralement traduit dans le second volume du périodique en 1781. La Blaue Bibliothek aller Nationen, la bibliothèque bleue de toutes les nations, qui paraît de 1790 à 1800, se concentrera plus spécifiquement sur les contes et légendes des peuples et représente de ce fait une contribution à l'ethno-anthropologie. D'ailleurs, Berthoud a publié avec l'aide du linguiste Severin Frater, continuateur de cette grande entreprise autour de 1800, le Mithridate de Adelung, publication du Notre Père en 500 langues, une archive d'ethnologie et de linguistique. On mentionnera pour finir que l'intérêt de Berthoud pour la médiation que représente l'édition se reconnaît également dans sa publication de portraits des plus célèbres géographes et voyageurs, comme dans sa publication d'éphémérides géographiques, qui paraissent de 1800 à 1806, puis de 1817 à 1822. Berthoud, dans le tout petit milieu lettré que représente Weimar autour de 1800, illustre le rôle de l'éditeur comme artisan de transfert culturel aux conséquences très larges pour les cercles cultivés de l'Allemagne en général, car les publications de Berthoud ont été beaucoup lues. Pour conclusion, je dirais que les livres circulent notamment entre la France et l'Allemagne. Les traductions correspondent à une appropriation et à une diffusion des savoirs, mais en même temps à une transformation des contenus traduits selon le contexte de réception et ses attentes propres. Les maisons d'édition d'un pays ont des implantations dans l'autre et font parfois des passages d'un système culturel à l'autre, comme Berthoud ou Treutel et Würz. Leur objectif principal étant même ce passage dans certains cas. Certains lieux comme Göttingen ou Leipzig, par exemple, sont plus particulièrement aptes à servir de cadre à des transferts déterminant l'ensemble du contexte. Les bibliothèques, lieux de rencontre d'ouvrages de différentes origines, utilisés pour la production d'œuvres nouvelles, sont elles-mêmes des lieux de transfert. Les livres acquis à l'étranger et éventuellement commentés dans des périodiques de recension y acquièrent des sens nouveaux. On peut difficilement imaginer une histoire de la circulation des savoirs, notamment entre la France et l'Allemagne, mais aussi de façon beaucoup plus large en Europe, qui ne soit pas une histoire du livre dans toute la gamme de ses acceptions possibles. Je vous remercie. Bom, muito obrigada por sua conferência. Merci beaucoup de votre conférence. Nous avons 20 minutes si vous voulez intervenir pour la discussion. Alors, je propose une première question.
Ainsi, on pourra élaborer le dialogue et le débat. Professeur Espagne, il est notable la présence de la France dans toute l'Europe à partir des livres. Vous avez cité plusieurs événements. Ce qui a attiré mon attention surtout, c'est la manière dont la littérature française arrive par le biais du travail des éditeurs qui se trouvent dans ce circuit étranger. Dans le cas italien, je me suis rappelé d'une lettre de Antonio Gramsci qui établit une critique à cette présence massive de la littérature française en Italie. Et il a à l'esprit la question nationale, ce qu'on pourrait appeler à l'époque une identité nationale. Il dit par exemple que le peuple italien connaît beaucoup plus, davantage le comte de Monte Cristo que la figure de Garibaldi, par exemple. Dans le cas allemand, qui également a connu un processus de changement lors de la réunification, connaissez-vous quelques critiques à cette forte présence dans les lettres françaises, à cette forte présence de l'Allemagne dans les lettres françaises? Est-ce que la partie des intellectuels en Allemagne ont critiqué cette présence française? Oui, merci pour votre question. Il est évident qu'il y a eu un gros problème dans la présence du français au XVIIIe siècle comme langue très largement répandue en Europe. Et les intellectuels allemands ont essayé de critiquer cette présence excessive du français. On peut même dire de façon générale que l'œuvre de Herder se conçoit comme une remise en cause radicale de la présence du français. Alors, ceci dit, ça n'est pas tout simple non plus, parce que les éditeurs qui, en Allemagne, publiaient des livres français, publiaient aussi des traductions du français vers l'allemand, déjà. Et puis, on observe que si le français était une langue très répandue, en revanche, il est clair que les grandes maisons d'édition et le développement de l'industrie du livre, ça se passe non pas en France, mais en Allemagne. Et que Leipzig, par exemple, est devenu une sorte de plaque tournante du commerce du livre. Et que, bon, il y a eu des éditeurs français qui se sont installés en Allemagne, mais ça me paraît peut-être moins important que la présence des éditeurs allemands en France. Je pense que le XVIIIe siècle voit par exemple l'arrivée de figures comme Réclame en Allemagne, mais le XIXe siècle voit essentiellement l'arrivée massive de maisons d'édition allemandes à Paris. Elles sont nombreuses, occupent des terrains entiers de la production scientifique, même si elles publient à Paris forcément majoritairement en français. Ces imbrications de langues sont un problème important. On dit en général que le passage du français à l'allemand comme langue de publication majoritaire en Allemagne est lié au romantisme, aux guerres de libération et, disons, au développement du nationalisme allemand anti-napoléonien. Avant, on lisait quand même par prédilection en français. Et puis, on passe à une ère de la traduction. Et curieusement, la traduction n'est pas toujours une ouverture vers l'autre,
mais la traduction est parfois une volonté d'appropriation de la culture étrangère, d'intégration à sa propre tradition de la culture étrangère. Quand on se met à traduire Shakespeare en allemand, ce n'est pas uniquement pour s'ouvrir à Shakespeare, mais c'est aussi pour faire de Shakespeare un allemand. Et la traduction, c'est aussi une dynamique d'appropriation. Bom, temos tradutores aqui. Querem fazer Oui, comentários? nous avons des traducteurs ici. Est-ce que vous avez des commentaires, professeur Williband? Des commentaires? Façamos uma provocação, professor On va faire une provocation. Je vous provoque et je vous invite également si vous voulez faire partie de notre table ronde. Non, merci beaucoup. Je vais commenter deux expressions en allemand qui viennent de la France. Le premier commentaire est de l'époque, remonte à l'époque où l'Allemagne était occupée par Napoléon et au sud de l'Allemagne, il y avait des prostituées françaises qui souhaitaient se rendre dans le territoire allemand. Et les gendarmes, les policiers lui ont demandé « Où allez-vous, madame ?» Et elle a dit « Je vais visiter ma tante » en français. « Je vais visiter ma tante. » Et avec la locution allemande actuelle, de visiter ma tante a fini par n'essayez pas de me tromper. Une autre remarque que je trouve assez intéressante, moi je suis de Berlin et comme vous le savez, le duc de Brandenbourg et qui a accueilli des luthérains qui avaient été expulsés de la France au XVIIe siècle, les Huguenots. D'ailleurs, le collège où j'ai étudié à Berlin, là où je me suis formée, le collège français de Berlin, est une fondation, a été fondée par les Huguenots. Et c'est une fondation qui a précédé d'un siècle la Révolution française, 1689. D'ailleurs, le collège a été visité par l'empereur Dom Pedro II, Dom Pierre II. Et il y a une expression. Écoutez, posez-moi une question difficile. Monsieur Espagne également, vous pouvez me poser une question très difficile. En tant que venant de Berlin, je vous répondrai. Pouvez-vous traduire? Comment vous traduisez ça en français? Une traduction libre serait, bon, je ne peux pas dire ça à l'improviste. C'est ça. Merci beaucoup, professeur. Professeur, je mène des recherches sur l'immigration japonaise ici à l'USP. Je vais essayer de parler de votre première conférence, votre quatrième point. Vous avez évoqué la recherche française au Brésil, une recherche de longue durée. Et vous avez utilisé l'architecture perse, l'invasion de la Turquie, l'Arménie, etc. Et vous avez évoqué la question de la géométrie. Vous avez parlé du bouddhisme, tout particulièrement. Le bouddhisme chinois n'était pas le bouddhisme indien, mais c'était des Indiens et ce bouddhisme a été évacué en fait et il a été amené par les Chinois. Et c'est celui qui finalement est resté.
la longue durée donc. Mais parlons à présent d'aujourd'hui, de votre conférence d'aujourd'hui. Si j'ai bien compris, corrigez-moi si je n'ai pas bien compris, c'est le thème de la courte durée, une architecture allemande. Dans les termes que vous avez employés, la circulation ou les transferts culturels. Et c'est intéressant de voir que dans certains éditeurs que vous avez évoqués de Paris est un éditeur socialiste, si j'ai bien compris. La question de la courte durée, ou plutôt de la longue durée, passer à la courte durée, comment bon, la question de l'herméneutique, c'était pour la première conférence. Pour cette deuxième conférence, l'herméneutique allemande, dans quelle mesure elle facilite ces transferts culturels? Ce transfert culturel, dans quelle mesure il facilite une réalité qui a eu lieu dans le passé? Dans ce court temps du socialisme, ne serait-ce pas uniquement une phénoménologie? Si vous pouvez mettre en rapport votre première conférence avec celle-ci pour une espèce de synthèse, je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Michel Espagne, eu queria te agradecer por ter realçado Michel Espagne, je vous remercie d'avoir mis en évidence trois figures que j'estime être très importantes pour le dialogue interculturel. Champollion, tout d'abord. Vous savez que les érudits, les scientistes ont pris des siècles pour déchiffrer les hiéroglyphes et Champollion a réussi. Je ne me souviens pas très bien, mais j'ai le livre dans ma bibliothèque. Là. Je me souviens plus, peut-être que Michel Espagne pourra nous dire, je me souviens plus très bien quelle a été la stratégie que Champollion avait retenue pour déchiffrer les hiéroglyphes. Hiéroglyphos en portugais. Le deuxième livre qui il me semble être important pour le dialogue interculturel, ce sont les essais de Madame de Staël de l'Allemagne, qui d'ailleurs avait été interdit par Napoléon. Et il a été très important de faire comprendre au public français la culture allemande. Et le troisième, last but not least, c'est l'œuvre d'Alexander von Humboldt, qui est né à Berlin, mais qui a décidé de publier le récit de son voyage. Vous savez que ce voyageur, Alexander von Humboldt, a été si important qu'il a été appelé la deuxième personne qui a découvert l'Amérique. Alors, après ce voyage de 5 ans, 1799 jusqu'à 1804, il n'a pas publié le livre en Allemagne, pas par manque d'éditeurs. Et Espagne a évoqué la maison d'édition Scholl, relations historiques du voyage aux régions équinoxiales de l'Amérique. Est-ce qu'on peut faire une dernière question et comme ça on finit? Voilà. Temos duas últimas questões, daí a gente. On a deux dernières questions, on va prendre deux dernières questions. Ça vous convient, professeur? Oh. Tenho uma pergunta, talvez pouco. Alors, Nesse processo de
J'ai une question, professeur, qui est peut-être un petit peu ingénue. Je voudrais savoir si, dans ce cadre de processus de l'affirmation nationale à travers la langue, les éditions, les livres, et également dans ce processus d'incorporation de traduction dans des propres langues, dans leur propre langue, pardon, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du yiddish en tant que langue transnationale, comment le yiddish circulait, disons, et transitait à l'époque en Europe. Les éditions yiddish, hein, les publications yiddish. Alors, professeur, vous avez parlé donc du phénomène du transfert culturel à partir de plusieurs aspects, hein, la religion, l'idéologie, l'esthétique, ou plutôt les religions, les idéologies et les esthétiques au pluriel. Et lorsque vous avez parlé du commerce de livres, ce qui m'a frappé, c'est ces transits, ces déplacements d'éditeurs, de libraires. Et ça m'a fait penser en particulier que Tauschnitz s'est également établi en Belgique, Tauschnitz. De la même façon que des éditeurs italiens comme Méline, etc. Et d'ailleurs, la Belgique, en ce sens, c'est, disons, dans le panorama éditorial du 19e siècle, c'est un peu devenu la patrie de la contrefaçon, d'une certaine manière, hein, du piratage éditorial. Et donc, j'aimerais peut-être vous entendre un petit peu nous parler peut-être de ces liens entre le transfert culturel, la piraterie éditoriale, disons. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, professeur? Oui, ça, ce serait super. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui exigeraient vraisemblablement beaucoup de réflexion de ma part pour répondre à tous les aspects que vous avez soulevés et une nouvelle conférence. Néanmoins, je vous suis reconnaissant de tout ce que vous avez dit. Alors, pour ce qui est le professeur Willy Boll, je me réjouis beaucoup de sa présence parmi nous, puisque nous nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans et que dès cette époque, j'avais vu en lui une sorte d'incarnation de ce qu'est un transfert culturel, puisqu'il avait bénéficié de la fondation d'un collège français à Berlin, lié naturellement à la présence disons, protestante française dans les pays germaniques, et qu'il avait utilisé cette présence ensuite pour aller découvrir le Brésil. Donc c'est une sorte d'itinéraire modèle. Pour ce qui est de la question de l'herméneutique en lien avec les transferts culturels, un transfert culturel, ça me semble reposer sur deux éléments. D'abord, une appropriation et donc une interprétation et une resémantisation d'un contenu intellectuel, et en même temps sur une étude sociologique, voire économique dans le cas du livre, de la circulation des objets culturels qui sont réinterprétés. Il est clair qu'il est assez difficile d'articuler tous les aspects du transfert culturel. Je me souviens d'avoir parlé lors de la première séance de lundi du phénomène que l'on pouvait observer, la présence de traits liés à la sculpture grecque dans les Bouddhas du Gandhara et dans les Bouddhas que l'on trouve à Datong. C'était pour montrer, si vous voulez, l'ampleur du phénomène, une circulation de la figure des statues grecques à travers l'Inde, le Gandhara, jusque vers le nord de la Chine, où on trouve des Bouddhas qui ont des traits de statues grecques. Et on peut suivre d'ailleurs l'itinéraire, c'est une chose qui est maintenant assez bien connue. On aboutit donc à des phénomènes extrêmement complexes et qui touchent, j'ai l'impression, une bonne part des cultures, la plupart étant soumises à des circulations importantes d'un espace à l'autre. En tout cas, on s'aperçoit que toute l'Eurasie est sillonnée par des voies de passage
qui sont aussi des voies de réinterprétation de ce qui passe. Très important pour les transferts culturels de considérer aussi qu'il n'y a pas moins de valeur dans un objet qui a transité que dans le modèle initial. Il faut partir de l'idée selon laquelle, disons, la traduction italienne d'un ouvrage français vaut tout autant que l'original français pour comprendre ce qu'est un transfert culturel. Sinon, on va partir de l'idée selon laquelle il y aurait une déperdition dans le passage. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Parfois même, il y a une amélioration de la valeur. Je pense à Pouchkine, qui a traduit en russe des auteurs français complètement marginaux, mais ces traductions sont devenues des contributions importantes à la poésie russe. Je voulais revenir aussi un instant sur Humboldt, dont il était question tout à l'heure. Alexander von Humboldt voulait en fait reprendre le type d'exploration qu'avait engagé Napoléon en Égypte. Et en Égypte, donc, Napoléon est parti non seulement avec des militaires, mais avec une armée de philologues, de savants divers, avec l'idée de comprendre ce qu'était l'Égypte. Et il en est ressorti un ouvrage qui intéresse tout particulièrement aussi les historiens du livre, c'est la description de l'Égypte, en je ne sais combien de volumes. Alexander von Humboldt avait pensé lui aussi à un certain moment aller en Égypte. Et Alexander von Humboldt avait pensé un moment aussi aller en Égypte. Et puis, il a renoncé à aller en Égypte pour des raisons de difficulté, et il s'est tourné plutôt vers les Amériques. C'est grâce à cette erreur de parcours que nous devons le récit du voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, publié en je ne sais plus combien de volumes, 15 volumes, chez l'éditeur allemand de Paris, Scholl, en français, Alexander von Humboldt ayant le français aussi comme langue maternelle. Donc, c'est assez intéressant d'observer, en termes d'histoire du livre, la relation entre le voyage aux régions équinoxiales et la description de l'Égypte générée par Napoléon. Bon, j'espère que je n'oublie rien, mais pour le yiddish, bon, j'ai l'impression que les publications... Je ne suis pas compétent pour donner une réponse vraiment autorisée. J'ai l'impression que le yiddish est quand même, jusqu'au XXe siècle, ou XIXe siècle en tout cas, une langue orale. Et que, bon, il y a, on pense à Singer par exemple actuellement, mais des romans en yiddish au XIXe siècle. Je me suis intéressé à la littérature judéo-allemande au XIXe siècle, mais cette littérature judéo-allemande, elle est produite quand même majoritairement en allemand. Je pense que y a eu une volonté d'affirmation du yiddish comme langue littéraire que j'aurais plutôt tendance, moi, à situer dans la deuxième moitié du XIXe. Et voilà. Bom, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Eu agradeço a presença de todos e todas aqui. Bon, les discussions sont agréables, le temps passe vite, hein, donc voilà, on va terminer. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous rappelle que d'ici 30 minutes, nous allons avoir la conférence du sociologue Serge Pogam. Voilà, en français dans le texte. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.